Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Déjà, je commence par remercier Steven Kittirat, parce que sans lui, du coup, je serais pas du tout venu à la rencontre de Merwan Chettir. Salut Merwan, comment ça va? Salut Sébastien, ça va très bien. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, je crois qu'on s'est invité mutuellement, de manière hyper spontanée. J'adore quand c'est comme ça, quand c'est fluide et tout, et du coup, on s'est trouvé un lien commun. Alors, du coup, déjà, la synergie de Steven, et du coup, c'est passé sur une de ses stories Instagram, et puis du coup, ça m'a donné envie. Et puis, dans la foulée, bing, tac, on s'est rajouté, et voilà, on est là. Ça n'a pas traîné. Donc, c'est chouette, c'est chouette. En fait, tu fais un métier comme je te disais juste avant, qui est assez passionnant. T'es archéologue. Et je ne connais pas des archéologues. Et du coup, c'est juste avant, les archéologues, pour moi, ça fait appel à l'Égypte ancienne, avec, je te disais, à Toutankhamon et la malédiction du Toutankhamon et toutes les histoires qu'on a pu lire ou les petits reportages qu'on a vus sur les fameuses malédictions qui étaient, vécues par les archéologues qui avaient trouvé sa sépulture, on dit, son tombeau, ouais. Sépulture. Bien. Et donc voilà, et puis comme je te disais, moi, originaire de Côte d'Azur, j'ai déjà visité là près de chez moi, il y avait des vestiges des Romains, et notamment des bains romains qui étaient juste à côté de la mer en fait. À cette époque-là, ils savaient déjà profiter de la vie, ils avaient raison. Exactement. Donc voilà, je suis heureux de t'accueillir du coup sur le podcast. Bon, on va parler de mental, hein. On va parler d'archéologie, ton parcours. On va commencer par un petit portrait chinois, si tu veux bien. Ouais, pour plaisir. Voilà, ça nous permettra de nous mettre en route. Alors, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur tu choisirais, laquelle et pourquoi? De but en blanc, le rouge, parce que ça a une couleur chaude. C'est entre guillemets une couleur dynamique, agressive. Et moi, voilà, je suis dans cette thématique-là où vraiment j'essaie de pas traîner, d'avancer coûte que coûte et voilà, de persévérer. Et je trouve que le rouge se marie bien avec cet état d'esprit. Ok, le rouge. Le rouge, moi, ça me fait penser au taureau. Tu sais, la corrida. Et voilà. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, tu choisirais lequel? un roman que j'affectionne particulièrement, ce serait Léon l'Africain de Amin Malouf. Incroyable récit pour tous les aventuriers ou les personnes qui rêvent d'en savoir un petit peu plus sur l'époque de la Reconquista à l'époque. Donc, on est au 16e, 15e, 16e siècle à lire. C'est un récit qui te transporte. Trop bien. Je connaissais pas du tout. Si tu dois choisir un moment de la journée que tu apprécies, ça serait plutôt lequel? Le matin, c'est ça. Ouais, le matin. J'aime beaucoup le matin. Quand vraiment la journée démarre et que tout le monde prend ses marques et fait ce qu'il a à faire ou ce qu'il a envie de faire le matin. Ok. Une citation qui t'inspire? Une citation qui m'inspire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, de Lavoisier. Ah ouais, ça. Et c'est valable pour l'archéologie aussi, hein. Absolument. Si tu devais me donner une de tes principales qualités, ça serait laquelle? Sans hésitation, la curiosité. Hein. La curiosité. Ouais.
Pas la patience, parce qu'il faut être hyper patient quand t'es un archéologue. Alors, je suis d'accord, mais paradoxalement, mon quota de patience, je l'use tellement en archéologie que je suis moins patient dans la vie perso. Mais, mais ouais, je dis la curiosité parce que ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mon parcours en général, et je suis quelqu'un d'extrêmement curieux partout et pour tout. Et c'est vraiment ce qui m'anime et vraiment ce qui me drive au quotidien, la curiosité. Bon, super. Si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Le principal trait de caractère, euh, le principal trait de caractère, ce serait, compréhensif, antipathique. Empathique, pardon. Antipathique, excuse-moi. Empathique. Empathique. Antipathique, non. T'as pas Non, l'air. pas antipathique. Empathique, excuse-moi. Ouais. Ok. Si tu devais me citer une personnalité qui t'inspire particulièrement, ce serait laquelle? Une personnalité qui m'inspire particulièrement. Alors, une personnalité qui a existé, on est d'accord, hein? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Une personnalité qui a existé. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Allez, on va rentrer dans le cliché, mais on va dire Albert Einstein pour l'apport scientifique qu'il a pu apporter au monde. Albert Einstein, ouais, effectivement. C'est vrai que on me l'a jamais cité encore, mais c'est vrai qu'Albert Einstein, ouais, sacré génie. Exactement. Allez, une petite dernière avant d'attaquer. Après du coup, les questions en lien avec le podcast et ton parcours. Si tu devais choisir un pays où tu serais capable d'aller vivre et t'y installer parce que tu t'y sens bien, ce serait lequel? Est-ce que ça peut être un pays où j'ai déjà vécu et que vraiment j'aspire Bien sûr. à ce mode de vie? C'est l'Italie. J'ai vécu à Rome, j'ai eu la chance de vivre à Rome et l'Italie, c'est un pays qui est fantastique. Ah ouais, t'as dû te régaler à Rome avec toutes les avec tout ce qu'on voit enfin, en tout cas, il y a de l'archéologie à toutes les rues là-bas. Partout, cette ville, c'est un musée à ciel ouvert. Ouais, ce serait l'Italie. Ouais, c'est vraiment une belle ville, quoi. Ouais. Et moi, à l'époque de Tochi, j'appréciais le club de foot, quoi. Non, ouais, c'est une vraie religion footballistique là-bas, à Rome. À Rome. Ok. Bon, alors, comment on fait pour devenir archéologue? C'est quoi ton parcours? Alors, comment on devient archéologue? Alors, il y a la voie classique, donc il va être valider son baccalauréat, partir ensuite à l'université, faire une licence d'histoire de l'art archéologie, où il y a d'autres passerelles qui sont possibles via la biologie, la géologie, etc. Et de là, on finit par valider un master en archéologie. Ensuite, il y a différentes spécialités qui composent. Je pense à l'anthropologie, je pense à la bioarchéologie. Enfin, il y a énormément de possibilités, de spécialités, y compris dans les différentes périodes chronologiques. Il y a des spécialistes en romain, il y a des spécialistes en gallo-romain, il y a des spécialistes en médiéval, il y a même des spécialistes sur d'autres disciplines qui sont liées à l'archéologie. Peuvent être, des bêtises, la palynologie, sont les spécialistes des pollens en archéologie. Il y a vraiment tout est possible en archéologie. Et il y a la voie que moi j'ai choisie, qui est pas du tout la voie classique. C'est-à-dire que moi, je viens, pour résumer, d'un quartier populaire. Et à l'époque, à chaque rentrée des classes, en tout cas pour ce qui est de ma génération, moi j'ai 30 ans, donc années 90, on rentrait en classe et on signait. On avait un morceau de papier où on notait ce que faisaient nos parents comme métier et ce que nous on voulait faire plus tard. Moi, ma maman était femme de ménage et j'ai pas grandi avec mon père. Je l'ai très peu connu et je voulais être archéologue enfant parce que au-dessus de chez moi, au-dessus de mon quartier, il y avait un immense plateau qui s'appelle le plateau de Chenauve. Moi, j'ai grandi à côté de Dijon, puis à Dijon par la suite. Et dans cette forêt-là, il y avait un panneau explicatif où il y avait différentes strates qui composaient qui étaient montrées et c'était différentes strates que l'histoire avait dessiné. Et sur ces différentes périodes, il y avait avant les dinosaures. Et ma mère m'avait dit ça. Et moi, j'étais mais à quel moment il y a des arbres qui font 25 mètres de haut? Il y a eu des dinosaures à ce moment-là. Donc déjà la curiosité a commencé un petit peu à prendre le pas. En tout cas, le mot pourquoi est vraiment rentré à ce moment-là. Suite à ça, j'ai mis que je voulais être archéologue sur ce morceau de papier, mais il s'avère que j'étais pas super bon à l'école, à part en sport, mais j'étais pas très très bon à l'école malheureusement. Et mon prof principal m'a dit, écoute, Meron, ça sert à rien, t'es pas super bon à l'école, donc l'archéologie, faut oublier, il faut faire autre chose.
Maintenant, en n'ayant pas de diplôme et ayant pas d'archéologue autour de moi, en tout cas aucune référence à ce sujet, mais je finis par croire ce qu'on me dit bêtement. Et parallèlement, je fais une rencontre, mais c'est pas une rencontre physique, je rencontre la danse, le breakdance. Et le breakdance, en fait, m'a appris le mot et le caractère persévérant. Le breakdance m'a appris la persévérance parce que cette danse-là, n'importe quelle danse finalement et n'importe quel sport en général, on doit persévérer pour y arriver. C'est-à-dire qu'on tombe 99 fois et on va se relever et on va réussir peut-être la 100e fois. J'extrapole, mais dans les faits, c'est ça. Et le breakdance, on vous montre ce qui est présenté comme impossible possible. J'explique. On tourne sur la tête, on saute sur la main, on fait des acrobaties. Et ça, physiologiquement, notre corps, il est pas du tout apte à faire ça. Absolument pas. Et là, je vois des gens qui le font. Donc, je suis parti du principe en me disant, mais à quel moment ça, c'est faisable, palpable. En plus, c'est vraiment du concret puisque je vois les choses et je commence à les pratiquer, je commence à y arriver. Et à quel moment on me dit, tu pourras jamais devenir archéologue parce que t'es pas assez bon. Donc, pour moi, c'était incompatible. Donc, j'ai mis toute mon énergie dans la danse où je me suis entraîné, j'ai beaucoup voyagé grâce à ça et je me suis encore plus ouvert l'esprit. J'ai voyagé en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Grèce. Donc tout ça, bien évidemment, nourrit aussi ma curiosité, nourrit mon envie d'en savoir plus, cette envie et cette soif de connaissance, parce que j'étais jeune à ce moment-là. Et parallèlement, je voulais quand même valider mes études et ma mère était derrière moi en me disant, écoute Merwan, faut quand même que tu valides au minimum ton bac et à juste titre. Parce que il y a une période où je voulais faire que de la danse et c'était finalement une très bonne... ma mère a très bien agi en me disant, écoute, reste quand même dans le milieu des études, ça peut te servir plus tard, sait-on jamais. Donc j'ai fini par valider mon bac, j'ai fait un bac STMG, on va dire le bac, il a vraiment une mauvaise réputation, mais en attendant, ça reste un baccalauréat, il y a des possibilités d'études, des poursuites d'études qui sont totalement louables, je mets absolument pas l'accent là-dessus, mais moi à ce moment-là, je voulais valider mon bac et partir danser. Je valide mon bac, face au rattrapage, je valide mon bac avec 1 en maths, c'est une catastrophe, vraiment, c'était assez révélateur de la scolarité que je menais finalement. Et ensuite, je pars faire une école à Lyon, une école de sport, où je pouvais valider ce qu'on appelle un BPGEPS, qui était un diplôme d'éducateur sportif finalement, pour pouvoir créer ensuite un business à travers la danse, parce que le breakdance n'était pas reconnu à l'époque comme danse officielle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le breakdance entre d'ailleurs en discipline aux Jeux Olympiques en 2024. Donc, je poursuis cette année-là et là, je dois faire un prêt. C'était à Lyon, l'école. Je fais un prêt qui est de 4 000 euros et on me dit, écoute, Merwan, si tu bosses bien la première année, la deuxième année, tu auras des bourses. Et en fait, c'était que du flanc. Malheureusement, j'ai pas eu de bourse et la deuxième année était de 5 000 euros. Donc, impossible de recontracter un prêt. Malheureusement, ma mère étant femme de ménage, c'était tout simplement impossible pour elle de se porter garant. Donc, je retourne à Dijon avec ma mère et mes frères. Et puis, je décide, ma mère me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et puis là, je me dis, écoute, t'as pas été trop mauvais en histoire au lycée. Reprends ton rêve d'enfant d'être archéologue. Et là, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a faculté d'histoire, 3 ans, puis réorientation ensuite en master. Je me dis, allez, on va tenter. Je tente une première année. Sauf que on nous demande de faire des commentaires de texte et des dissertations. Et on nous demande de le faire pendant 4 heures. En STMG, on nous apprenait pas ça du tout. Rien à voir. Donc, je redouble une première année. Je refais une seconde première année. Je redouble encore. Ma mère me regarde, elle me dit, bon, 22 ans, je la retourne quand même. À juste titre, là aussi, elle me met un peu de pression. Et là, je vois histoire de l'art, archéologie. Je connaissais rien du tout à l'histoire de l'art, architecture, peinture, sculpture, cinéma. J'étais largué, je lisais pas en plus. Et je m'intéressais très peu à tout ça. Et l'archéologie, je croyais que c'était les dinosaures. Mais en fait, c'est l'histoire de l'homme. Du coup, j'y vais. Et là, je prends une gifle monumentale. Et je finis par complètement adhérer et adorer ces deux disciplines-là, que ce soit autant l'histoire de l'art et l'archéologie, qui sont bien évidemment intimement liées. Et là, je commence en fait mes études. Je commence à passer du coup mes niveaux. Donc première année, je la passe. Deuxième année, je la passe. Je pars faire ma 3e année à Rome, justement en Italie, où là, c'est la consécration. J'ai des cours au Colisée, j'ai des cours au Vatican, en italien, bien évidemment, et tous les samedis, différents cours dans tous les musées de Rome. Et ça, c'était pareil, juste incroyable de pouvoir faire cours dans un lieu riche historiquement, archéologiquement, et puis on l'appelle pas la ville éternelle pour rien.
c'est toutes les personnes qui sont allées à Rome que moi je connais, tous m'ont dit unanimement, c'est une ville qui a quelque chose. Il y a des villes comme ça dans lesquelles on va pouvoir visiter qui qui vous font ressentir des choses. Rome a clairement mis en émoi en tout cas pour ces sujets-là. Suite à ça, je pars faire mon master à Bordeaux. Je pars faire des stages au Danemark, en laboratoire d'archéologie, où j'analyse des fragments de livres empoisonnés d'époque médiévale, empoisonnés à l'arsenic, exactement comme dans le film Au nom de la rose, pour les connaisseurs. Bon, ensuite, je pars faire un stage sur l'île de la Réunion, où je vais étudier l'esclavage. Et je me revois, mon boss m'appelle, il me dit, bon, bah, demain, on part en pleine jungle, on va chercher un pénitencier pour enfants du 19e siècle. Pareil, c'était juste incroyable. Et suite à ça, bah, je reviens du coup à Bordeaux pour valider mon master 2. Et puis, bah, à la suite d'un stage à l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est l'INRAP, que je valide au la main, je valide ma soutenance et mon master à 17 sur 20, mention très bien. Voilà. Donc là, c'était le parcours dans les grandes lignes. Ça m'a fait penser. Tu m'as envoyé aussi, en t'écoutant, je suis parti chez Indiana Jones. Et le jungle et tout. Parce que lui aussi, il est prof d'archéologie ou un truc du style, quoi. Ouais, donc, tout à fait. Ouais, tu m'as fait partir là. Mais écoute, un parcours incroyable fait de résilience. Puis, comme quoi, bah, quand on a quelque chose en tête, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de temps pour arriver à ce qu'on a envie. Il faut juste se donner les moyens. Après, ce qui est important, c'est d'atteindre l'objectif, quoi. C'est ça, et vraiment, voilà, je mets l'accent aujourd'hui sur la persévérance, et suite à mon parcours et à mon métier d'archéologue, je donne aujourd'hui des conférences, des interventions, et notamment des interviews comme on est en train de le faire là, ou des podcasts, pour justement montrer que c'est possible. Et ce, peu importe d'où on vient, à partir du moment où, voilà, on persévère et on se donne les moyens. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que ça va être facile encore moins pour tout le monde, et que ce que j'ai fait moi, tout le monde peut y arriver. Mais en tout cas, si l'objectif est fixé et que vraiment on s'y tient, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça le fera au bout du compte. J'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai pris un peu plus de temps, certes, sur l'échelle classique, mais l'essentiel finalement, est-ce que c'est pas d'arriver au bout de ses objectifs et de pouvoir vivre entre guillemets de sa passion et de faire quelque chose qu'on aime. Moi, me lever tous les matins aujourd'hui et de me dire qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui, ou en tout cas me lever en me disant voilà, je suis content de faire quelque chose et je me rends au travail de façon digne, intègre et puis vraiment satisfaisante. J'ai vu ma mère galérer, faire femme de ménage, se lever à 5 heures du matin et rentrer à 19 heures, un mal de dos incroyable, et je sais très bien que c'était pas l'ambition qu'elle avait, mais elle s'est sacrifiée pour que ses enfants en tout cas puissent avoir un avenir meilleur. Et ouais, les mamans, elles sont souvent là pour nous guider en tout cas vers ce qu'on a envie de faire, hein, ça c'est sûr. Ok, ouais, écoute, super parcours. On va parler un peu de mental du coup, parce que du coup, ça t'a demandé certainement de résilience pour recommencer une première année, puis une deuxième année, puis aller vers ton chemin. Ça demande aussi d'en vouloir, quoi, et donc d'être en capacité d'accepter, on va dire, de rater pour mieux réussir. Et C'est ça. souvent, il y a des gens qui ratent et ils changent de voie souvent, ou ils ratent encore, ils changent de voie. Donc, parfois, ils persistent pas dans l'objectif qui était le leur au départ. Donc, c'est intéressant. Exactement. Si je te dis le mot mental, comment tu le définis? Oui. Le mot mental, comment je peux le définir? Pour moi, mental, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs possibilités. Il y a le côté où vraiment, pour moi, le mental, c'est le moteur. Si tu veux, c'est le moteur où c'est ce qui va te pousser, c'est ce qui va faire en sorte que c'est un levier, le mental. C'est ce qui va te faire, te donner les moyens de poursuivre, d'y arriver, de t'accrocher. Et tout part de là, finalement. C'est pas pour rien qu'on dit tout part du mental. Tu penses et tu crées et ensuite t'actionnes. Et c'est l'élément clé, c'est l'élément maître qui va te permettre de te surpasser, d'actionner le levier qui te permettra d'aller de l'avant. Pour moi, c'est ça le mental. En tout cas, tout part de là. Si on prend les jeux vidéo, par exemple, on va jouer, je dis des bêtises, mais un très connu Call of Duty. Il y a des fois où on va perdre X fois. On va perdre selon les personnes finalement, et ça fait sens à ce moment-là. Si tu regardes bien, quand tu vas perdre à cet endroit-là, tu vas revenir. Du coup, tu vas mourir
ton jeu et tu vas pouvoir recommencer à cet instant-là. Et à cet instant précis, tu vas être doublement concentré parce que tu vas retenir et tu vas te dire, retenir la leçon de pourquoi tu as perdu. Et en fait, c'est ça l'idée. Et tu vas essayer de pas refaire 2 fois la même erreur. Et c'est ça, pour moi, quelqu'un qui a un bon mental, c'est que il va peut-être refaire l'erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est un fait. On n'apprend pas tous à la même vitesse. Mais si on retient pourquoi on a échoué à ce moment-là, eh ben, essayons de faire en sorte de retenir pourquoi et le transformer en réussite, ce pourquoi. Parce que en France, je prends le cas français. Je vis à Londres aujourd'hui, je prends le cas français et j'ai eu la chance de faire pas mal de pays. En France, on a un problème avec l'échec, malheureusement. L'échec, il est perçu beaucoup trop négativement. Il y a qu'à voir à l'époque, quand on était à l'école, ou pour les personnes qui sont étudiantes ou qui sont encore dans le cursus scolaire. Si on a le malheur de se tromper les 3/4 du temps, le prof va nous tomber dessus. Mais en tout cas, le reste de la classe va nous pointer du doigt. Retenons la leçon et c'est. Pour moi, c'est ça avoir un bon mental. Ah, c'est vrai que le système français, moi j'avais retenu, là, j'ai un ami qui est du coup qui est argentin et qui est psychologue clinicien en France aujourd'hui, mais il m'expliquait les premières choses qui l'avaient choqué en France, c'était le système de la dictée. En Argentine, en fait, quand tu fais 5 fautes, t'as 95% de la note, en gros, pour expliquer. Et en France, quand t'as 5 fautes, t'avais 0, quoi. Tu vois la différence donc, du coup, c'est vrai que, donc voilà. Ok. Alors, comment tu fais pour te préparer mentalement? Est-ce que tu t'es servi du sport aussi pour acquérir des outils qui t'aident dans ta préparation mentale aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. La rigueur qu'apporte le sport en général, le fait de s'entraîner procure finalement des capacités cognitives et intellectuelles qui vont finalement nous servir dans la vie de tous les jours. Quand tu es sportif, tu es obligé de t'entraîner physiquement, mais surtout mentalement pour justement, et c'est là où c'est un attrait hyper intéressant de la danse, c'est que le breakdance ou la danse en général permet de faire des mouvements qui sortent un petit peu du cadre classique. C'est-à-dire que j'ai envie de faire un salto arrière, puis ensuite une autre acrobatie enchaînée avec le fait de tourner sur les mains. Il faut l'imaginer, ce mouvement, avant de pouvoir le faire. Et ça, dans la préparation mentale, ça rentre en ligne de compte parce qu'il faut savoir quelle partie du corps actionner, ensuite la mettre en lien avec quelle autre partie du corps et à l'instant T, là aussi, pouvoir actionner si jamais on est en rotation, pouvoir repartir de plus belle ou faire un autre mouvement, etc. Et tout ça, finalement, fait partie de la préparation mentale, puisque si vous voulez faire ce mouvement, vous allez donc l'imaginer et vous allez ensuite faire en sorte de l'appliquer. Mais dans l'application, vous allez rester dans une dynamique. Il faut pouvoir l'appliquer à un temps précis. Nous, en plus, on suit le rythme de la musique. Donc, si on n'est pas en accord avec la musique, là aussi, ça ne fonctionne pas forcément. En tout cas, dans l'entraînement, ça peut fonctionner, mais si on est en représentation demain, il va falloir générer un mouvement à un temps précis. Et un mouvement qui va demander une préparation en amont qui reste pas que physique, mais 80% de mental. 80% de mental. Donc ouais, c'est quand même, le sport a un apport qui est considérable et qui me sert encore aujourd'hui, ne serait-ce que dans la rigueur. Parce qu'aujourd'hui, pour être archéologue, il faut physiquement être, et il faut être surtout rigoureux et très discipliné dans sa méthodologie de travail. On n'arrive pas sur un chantier, on casse tout et on prend ce qu'il y a à prendre. Non. Il y a vraiment une méthode qui est très précise, qui nécessite des recherches en amont et une recherche active sur le terrain. Donc tout ça fait partie d'une préparation qui est rigoureuse. C'est le sport qui t'a permis de prendre confiance en toi avec le temps? Oui, tout à fait, parce que avant de commencer la danse, j'étais très peu sûr de moi, puisque le seul cadre que j'avais, c'était l'école. Et étant pas hyper bon à l'école, la confiance en soi, déjà entre élèves à cet âge-là au collège, c'est une catastrophe. On se tire tous dans les. Et puis le fait de ne pas avoir les notes suffisantes, là on y va des crescendo. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai quitté mon collège populaire pour aller à Dijon même et aller dans un collège un peu plus. Et là, le niveau était plus du tout le même. Moi, j'étais en ZEP, ce qu'on appelle REP, REP+, aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons. Je suis arrivé dans ce collège-là qui était pas du tout ZEP, REP. J'ai redoublé d'ailleurs ma troisième parce que j'avais pas du tout le niveau. J'avais pas du tout le niveau. Donc là, la confiance en soi, elle est au rabais. Et le fait, de s'entraîner, on se développe physiquement,
Et puis on applique entre guillemets les bêtement finalement, un peu à la militaire, mais on applique bêtement cette persévérance bah voilà, je vais faire mes devoirs aujourd'hui, je vais essayer de prendre mon cahier, d'ouvrir et de retenir la leçon, d'écouter un peu plus, d'être un peu plus attentif aussi avec ce que dit le prof. Et puis bah, tout ça rentre en ligne de compte et on finit voilà par acquérir un peu plus de confiance en soi. Je dirais que la confiance en soi, elle est arrivée avec le sport, 100%, mais petit à petit. Et surtout quand j'ai commencé à ne plus redoubler mes supérieurs. Le regard, si tu dis le regard des autres, ça te développe quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Le regard des autres, il est, il, a, il est moins important aujourd'hui pour moi, mais il a été d'une importance. Moi, en plus, je suis danseur, donc je me produis devant des gens qui me regardent de base. Donc, le regard des autres, il est primordial de base. Et même enfant, on est humain, et on est des êtres sociaux, donc on a besoin de l'acceptation d'autrui pour pouvoir se sentir accepté et donc avoir confiance en soi. Si on n'a pas ce cheminement-là, la confiance en soi, elle est au plus bas et le regard, du coup, il y a peu de personnes aujourd'hui dont le regard importe peu. On peut s'en détacher aujourd'hui quand on a réalisé ses propres objectifs. Mais quand on est en train dans l'action et on a besoin de la reconnaissance de ses pairs, donc bien sûr que c'est important. J'en ai souffert, je vais pas mentir. Mais quand on commence à acquérir un peu plus de confiance en soi à travers le sport et puis à travers les études par la suite, ça change. Et c'est moins important parce qu'on sait finalement ce qu'on veut aussi. Et ça, faut aussi en avoir la certitude et la connaissance. Mais bien sûr que ça compte le regard de soi. Bien sûr. Ok. Le regard des autres, pardon. Le regard de soi. Le regard des autres, pardon. Après, le regard sur soi est important aussi. Il est même plus important finalement. Ça me permet de rester humble et les pieds sur terre. Souvent, comment dire, avoir une bonne image de soi, prendre soin de soi, enfin, je veux dire, ça contribue à son rayonnement personnel et puis, et hyper important, quoi. Absolument. Est-ce que tu as des astuces pour te motiver? Des astuces pour me motiver, ouais. C'est des astuces pour voilà. C'est des astuces qui sont pas hyper joyeuses, mais moi je regarde toujours d'où je viens quand ça va pas forcément ou qu'il y a des petites périodes de bad mood, on peut dire. Je regarde d'où je viens, je regarde ce que j'ai fait pour en arriver là et je me dis que finalement là où j'en suis, c'est pas grand chose par rapport à ce que j'ai vécu et surtout ce que je fais. Ouais, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu. Je regarde aussi le monde qui m'entoure, l'entourage que j'ai, avec qui j'ai pu grandir, où je pense, bah là, la maman revient. Je me dis, elle a tout sacrifié pour que nous on soit dans les meilleures conditions. Je peux pas me plaindre. Je vis à Londres aujourd'hui. J'ai un travail qui me plaît, que j'ai choisi parce qu'aujourd'hui tout le monde et aussi de ma génération, tout le monde ne choisit pas son travail. Pour moi, c'est encore un luxe de pouvoir choisir le travail qu'on fait, en tout cas de pouvoir le choisir et l'effectuer. Je peux pas me plaindre, c'est impossible. Et alors il y a forcément des conditions où des fois ça va pas fort, que ça aille pas fort dans le domaine perso, ça c'est un fait et que ça se répercute sur le domaine pro ou vice versa. C'est des traversées du désert, on a toutes, c'est des moments d'incertitude et de doute. Ça c'est logique. Mais l'idée c'est de se rappeler de l'essentiel et de se dire qu'est-ce que je fais. Voilà, on prend un temps sur soi-même. Là, le regard sur soi, il est vraiment important. On prend un petit peu de recul et on se dit mais où je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, et quels efforts ça a demandé, et est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que j'ai quelque chose qui me manque, et voilà. Moi, enfin, voilà, je suis en bonne santé, j'ai pas d'handicap particulier. Il y a des personnes elles sont dans une galère qui est misérable. Je vis dans un pays libre, je peux pas me plaindre. Quand on voit le monde qui nous entoure, et le parcours que j'ai, je peux pas me plaindre. Donc voilà, c'est l'astuce première, c'est voilà, je me lève et je me dis regarde ce que tu as vécu, regarde où tu vis et regarde comment on vit ailleurs et tu peux pas te plaindre, c'est impossible. Ça permet de relativiser. Tout à fait. Est-ce que quand je te dis pression, stress, hein, ça t'évoque quelque chose? Et si oui, comment tu fais pour la gérer? Je la gère très mal. Je la gère très mal. Je suis assez anxieux de base. Je suis quelqu'un de très stressé aussi parce que je pense tout le temps à plein de choses. J'en fais d'ailleurs du psoriasis aujourd'hui.
depuis plusieurs années, donc c'est qu'il y a une partie qui est difficilement gérable, mais pareil, je pense que le fait de relativiser et de prendre pas mal de, j'essaie de me mettre un petit peu de méditation dans les oreilles le soir. Prends pareil, j'essaie de lire comme je peux des livres de développement personnel, d'écouter des podcasts sur les parcours de chacun et pareil du développement personnel sur les trajectoires des uns des autres. J'essaie de faire des petits exercices de respiration et puis bien entendu le sport encore aujourd'hui avec en allant à la salle régulièrement. Bon là ça fait un moment que j'y suis pas allé mais j'étais en voyage et ça m'a pris pas mal d'énergie. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre. Voilà, je dirais le sport, la lecture et la méditation, ça reste quand même des éléments assez présents pour gérer le stress au quotidien. Sinon je sais pas, sortir le soir avec des amis, avec ma copine pour décompresser, ça fait partie aussi voilà, on relativise, on décompresse, on déstresse et on prend du temps aussi pour soi. Prendre du temps pour soi, je pense que c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est important ça, d'avoir du temps pour soi. Une question que j'aurais à te poser, souvent on voit les archéologues très concentrés sur ce qu'ils font, là, des fois on les voit même avec des pinceaux, enfin, tu vois, on fait truc truc de précision. Comment t'as appris, du coup, à focaliser ton attention de manière hyper focus quand vous travaillez sur ce genre de choses-là? Je dirais que c'est difficile à faire parce que on est très vite, il y a beaucoup de choses à penser. Cependant, il faut savoir se mettre dans une bulle. Je prends par exemple le fait de fouiller une sépulture. Tu vois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fouillé, mais quand il m'arrive d'en fouiller, effectivement, on a le pinceau, on a les petits outils. Et moi, ce que je me dis, c'est déjà, c'était une personne avant, donc il s'agirait de la respecter. Et au-delà de ça, ça reste aussi un sujet d'étude. Je vais faire un petit peu de recul sur ce qu'on dit par rapport aux sépultures, parce que les archéologues ont une mauvaise réputation suite à ça. Alors pour les auditeurs, peut-être le podcast, l'intervention en tout cas, c'est qu'on vient pas fouiller, ou en tout cas, on va dire, déterrer la sépulture. Il y a des bulldozers qui viennent tout défoncer. Donc nous, on essaie de leur redonner un semblant de mémoire, un semblant d'histoire, et de les resituer. On a beaucoup de personnes qui nous disent laissez-les reposer sur le principe. Je suis d'accord, mais le problème c'est que derrière, nous on intervient avant les chantiers immobiliers, et si les chantiers viennent, ils défoncent tout et il y a plus rien. Donc voilà, je reclarifie à ce sujet en tout cas sur le plan anthropologique et archéologique, et on n'est pas du tout des fossoyeurs. Qu'on soit clair, on est des scientifiques, on a vraiment une méthodologie avec vraiment des façons de procéder qui sont très propres et qui sont très dignes. Donc, mais je reviens sur le sujet principal. Voilà, le tout, c'est de se mettre dans une bulle et de se dire, là, je suis sur un sujet, comment je peux le traiter de la meilleure des manières sans le détériorer, sans penser à autre chose, sans essayer de m'évader ailleurs. C'est difficile. Parfois, moi, je le fais. Il y a des pensées qui reviennent forcément, mais voilà, ça revient vite. Et voilà, le fait vraiment de se dire, j'ai cette tâche-là à effectuer, je mets des œillères, j'y vais tant que t'as pas fini, et c'est de penser à rien d'autre. Et ça, les exercices de méditation, les lectures, le sport, là aussi, permet encore une fois de rester dans cette bulle-là et dans ce focus et de se dire, je lâche pas, j'y reste tant que j'ai pas terminé et je finis mon sujet. Ok. Une petite dernière que j'aime bien poser, c'est souvent on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que t'en penses? 1 million de % d'accord avec ça. 1 million de % d'accord avec ça parce que la force mentale, on en a parlé tout à l'heure, c'est le moteur, c'est la maison mère. C'est pas pour rien qu'on dit la matière grise. C'est parce que tout part du mental. J'ai mon cousin, je vais le citer, il s'appelle Silet. Il a été détenteur de 4 records du monde en gainage planche et gainage lesté. Et lui-même, dans ses retours, il dit c'est pas que physique. Il a dit le physique, ça représente 20%. Et c'est 80% le mental. Il arrive à tenir sans lest 5 heures. Donc c'est que tout part de là. Tout part de là. Et c'est valable tout type d'objectif. Si on n'a pas le mental, si on ne désire pas la chose plus que tout le monde, c'est
impossible qu'on y arrive. Et le mental va nous permettre là aussi de ne rien lâcher. Et le rien lâcher va nous permettre de réaliser ses objectifs. C'est une réaction en chaîne, c'est une relation de cause à effet et elle est valable pour tous les sujets, sans exception. Ok. Bah, écoute, en tout cas, Merwan, merci beaucoup pour Merci à toi. cette interview. La tradition, c'est que j'aime bien que l'invité il laisse un mot, en tout cas, comme s'il le gravait un peu dans la terre, hein, c'est ton épisode. Hein. Quelque chose qui te tient à cœur de laisser dans l'épisode, un mot de la fin, et voilà, que les auditeurs pourront retenir. Eh bien, en ce moment, j'écris beaucoup sur LinkedIn, j'écris beaucoup sur les réseaux et j'aime partager mon parcours et des conseils. Donc, je donnerai un petit peu pour les amateurs de rap, on appelle ça des phrases un petit peu, des petites citations, on appelle ça des punchlines. Et du coup, j'ai du coup inventé cette punchline toute récemment. Ce serait qui fait référence à mon métier, qui fait référence à l'impact que j'aimerais laisser à travers des écrits plume aiguisée comme Spartiate aux Thermopyles. Je sais pas si c'est pour toi, mais si tu veux, la bataille des Thermopyles, ça a été, si tu as déjà vu le film 300, c'était les 300 Spartiates qui se sont battus contre l'Empire Perse, Achéménide de l'époque, et qui m'ont là malheureusement perdu, mais on a reconnu en eux une bravoure et un courage assez incroyable. Et du coup, moi, je me dis que voilà, dans mes écrits, je retranscris ma vie, je retranscris mon parcours, et que c'est un parcours qui a été, mine de rien, il faut le reconnaître, animé par énormément de bâtons dans les roues, mais aussi énormément de courage et de persévérance. Du coup, quand j'écris, c'est plume aiguisée comme Spartiate aux Thermopyles. Voilà. Écoute, on va retenir un peu cette phrase et on l'écrira dans le résumé du podcast. Écoute, encore un grand merci. Et merci à toi. À très bientôt. Et puis, on va suivre un peu tes publications sur LinkedIn. De toute façon, j'y suis, donc je ne pourrais pas te rater. Super. Merci à toi pour l'invitation encore. C'est chou. C'est vraiment avec grand plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.